synthétisé parce que c'est le fruit de différentes contributions qui vont souvent dans des sens un petit peu éloignés, sur des sujets d'ailleurs que je suis loin de maîtriser personnellement. Donc j'avais envisagé à la fois de vous donner un aperçu quand même du contenu de cet ouvrage, et en fonction du temps, si je n'ai pas été trop bavard, à vous dire aussi quelque chose sur les rapports entre tribus, ethnies et États. Tout ça évidemment est très très vaste. Et puisqu'on parle beaucoup ces temps-ci aussi de l'histoire, de la résistance, de la collaboration et des choses comme ça, j'aurais également suggéré quelques remarques sur cette thématique à la fin de mon propos, si j'ai le temps d'y arriver. Alors, j'avais mis un exergue à cet ouvrage, un poème, une tal'a, on dit en hassania, d'un poète appartenant à la tribu émirale des Oulad Ammani de l'Adrar, qui est donc une tribu qui a un statut aristocratique traditionnel non négligeable. Et justement, pour les classements, je pense que c'est assez intéressant de partir de ce poème que je vais vous délivrer en hassania, parce qu'il y a pas mal de hassanophones après tout dans cette salle. Et je vais esquisser aussi quelques éléments de traduction, enfin, avant même de les traduire. Il s'agit surtout, ce texte recenser pour les stigmatiser principalement, les transformations que connaissait la Mauritanie. ومن فوق الرالع كالزيديك والعجلة حرك كرعيك وهزت المناكب لا تشقيك والجماعة يسوى شتكون وبلغز الشيباني عينيك المعابة ما هي في القانون. Tentative de traduction de cette tal'a. Rase-toi les cheveux, excepté les mèches frontales. À l'époque, on avait déjà, ça ressemblait un petit peu aux affaires des rockers, là, mais c'était la coupe des années 50. Et taille sans ménagement ta barbe. C'est, à ce qu'il semble, devenu une pratique plus que largement installée. En fait, il y a une petite ironie, parce que c'est quelque chose qui est un peu plus compliqué que ce que j'ai dit là, évidemment. Pour montrer l'élévation de ton rang et attirer du monde, allume ta radio et adonne-toi au jeu de cartes. Ne choisis pour compagnons que des individus vils et ne parle que français. Adhère au parti en vue et ne prend pour ami que le domestique. Boy, ici il dit boy, garçon. Enfourche avec fermeté ton vélo et pédale avec célérité. Et ne te prive pas de hausser les épaules dans les assemblées, quel que soit ton rang. Ça veut dire les gens de peu, voilà, ils peuvent se bouger maintenant. Toi, avec agressivité les personnes âgées, le respect, c'est-à-dire le respect des anciens ou des plus âgés, n'est pas inscrit dans la loi. Alors ça, c'est un échantillon de ces affaires de lutte de classement dont je vous parlais à l'instant, qui montre que dans cette Mauritanie de ces années 50-60, il y avait ces bouleversements sociaux, ou ces sensations de bouleversements sociaux. Remarquez que ça commence par des remarques sur les cheveux, qui est un lieu de fixation culturelle, comme vous savez, très intéressant, parce que la barbe, se couvrir les cheveux, scalper quelqu'un, enfin un certain nombre de choses comme ça. Ça montre l'intérêt, la frontière culturelle, si vous voulez, passant par les cheveux, est une affaire culturellement très intéressante, de façon assez universelle, probablement notamment d'ailleurs parce que les cheveux sont la partie la plus résistante à la détérioration de notre ensemble d'équipements physiques. Alors, je vais maintenant, après vous avoir donc délivré ce petit poème, passer au contenu de l'ouvrage pour vous en donner un petit aperçu. Il comporte une introduction et 3 parties, 10 contributions donc, que constituent ces livres. Ces parties sont intitulées successivement « Histoire longue, histoire courte »,« Tribus, ethnie et État », et la 3e partie « Globalisation, urbanisation et société ». Ces titres sont des espèces d'approximations pour essayer de rassembler un peu les choses, mais elles recouvrent des réalités qui sont plus diverses et variées. Alors l'introduction qui est de moi, je vous déconseille formellement, si jamais vous voulez mettre le nez dans ce livre, de la dépasser, parce que elle est un peu trop longue et parfois aborde des sujets qui sont assez périphériques au fond par rapport aux questions proprement mauritaniennes, bien qu'à la fin, j'essaie d'aborder une question presque philosophique, parce que c'est la question de ce que j'appelle, ce qu'on pourrait appeler l'émergence du sujet,
parce qu'il est question de gouvernance et de citoyenneté, de l'émergence de la notion de citoyenneté, et je fais une espèce de petite excursion sur la thématique de à quelles conditions dans une société que les anthropologues pourraient appeler holiste, c'est-à-dire qui fonctionne comme une sorte de totalité, qui impose sa totalité à ces individus, comment dans ce type de société peut émerger quelque chose comme un sujet, comme un individu sujet, c'est-à-dire quelqu'un qui juge par lui-même et qui, pour répondre par exemple à la vieille question à laquelle Kant avait tenté de répondre dans les années 1784, oser penser. Ce que disait Emmanuel Kant pour dire qu'est-ce que les Lumières? Les Lumières, c'est oser penser. Comment un sujet qui ose penser peut-il apparaître dans ce type de société? Donc la première partie de ce livre s'intitule L'histoire longue, histoire courte. Elle commence par une contribution de Robert Vernet, que vous connaissez certainement tous, qui est le grand préhistorien de la Mauritanie. Et il fait une rétrospective très longue sur l'histoire du littoral de la Mauritanie, d'il y a 7000 années à peu près, sur une histoire de la pêche et des techniques de pêche au néolithique, pour constater ce qu'il appelle une sorte de paradoxe de la côte mauritanienne, parce qu'il pense qu'elle a été très occupée au néolithique, et qu'elle s'est vidée, et que de nouveau elle est en train de devenir très occupée, parce qu'il constate que la démographie contemporaine est largement fondée sur une occupation de la côte au détriment de l'ensemble du reste du pays, c'est-à-dire Nouadhibou et Nouakchott accueillent probablement maintenant, plus l'ensemble de la côte, quelque chose qui pourrait être de l'ordre de presque la moitié, enfin en tout cas un bon tiers et davantage de la population de la Mauritanie. Évidemment, je ne ferai pas justice à toutes ces communications de façon égale, mais je vais tenter quand même de ne pas trop être inéquitable. La deuxième contribution de cette partie, c'est moi qui l'ai écrite. Elle concerne, je l'avais intitulée « La Mauritanie et les études postcoloniales ». C'est un débat plus général en fait que ce qui concerne directement la Mauritanie. C'est une chose, je vais peut-être avoir l'occasion d'y revenir à la fin de mon propos, pour essayer de comprendre un petit peu comment fonctionne le rapport compliqué entre anciens colonisés et anciens colonisateurs. Parce que, en général, une fois que même la colonisation terminée, l'affaire n'est pas finie. Il y a comme une sorte de service après-vente très compliqué des affaires coloniales, dans lequel les identités, un jeu, eux et nous, etc., tout ça, c'est assez compliqué. Et je vais peut-être avoir l'occasion d'en dire un mot un petit peu plus tard. La deuxième partie, donc, est intitulée « Tribu, ethnie et État ». Et elle commence par une contribution du regretté Pierre Bonte, auquel d'ailleurs l'ouvrage est dédié, parce qu'il avait notamment, mais pas que seulement, fourni un très gros effort lui-même pour la réalisation à la fois du colloque qui a donné lieu à cet ouvrage et à l'ouvrage lui-même. Et Pierre Bonte, comme vous le savez, est quelqu'un qui a une œuvre considérable sur l'espace mauritanien. C'est vraisemblablement, et même plus que vraisemblablement, quelqu'un qui est le plus, à mon avis, le plus grand spécialiste occidental, enfin non mauritanien, des affaires mauritaniennes. Il a écrit une thèse énorme d'un peu plus de 2300 pages, dont des morceaux ont été publiés sous forme d'ouvrage il n'y a pas très longtemps. Donc sa contribution ici est fondée sur une réflexion sur le thème du territoire et de la tribu en relation avec la mondialisation et la globalisation, parce qu'il y a une sorte de réémergence des phénomènes tribaux que l'on constate notamment à travers les guerres du Moyen-Orient. Vous avez certainement vu ce qui se passe en Irak, en Syrie et ailleurs. Quand on croyait les tribus mortes et enterrées, elles sont en train de revenir. Donc il réfléchit un petit peu sur le thème de la tribu de façon générale et se sert un petit peu d'Ibn Khaldoun et son thème de la asabiya chez les Bédouins, bien qu'il soit un peu méfiant à l'égard de Ibn Khaldoun, plus que moi, parce que moi j'avais l'impression que, et je le dirai peut-être tout à l'heure encore, qu'Ibn Khaldoun est vraiment un contemporain de la société, par exemple mauritanienne, mort d'aujourd'hui en tout cas. Et que donc ces développements, ces spéculations sont encore tout à fait à mesure d'éclairer un certain nombre de choses que nous vivons encore aujourd'hui. Il y a une contribution aussi de Francis de Chassé, également personnage très connu ici, parce que l'ambition de cet ouvrage était originairement, si vous voulez, de faire une sorte de bilan d'état de la recherche en sciences sociales et de réunir la plupart, sinon la totalité même, des gens qui ont contribué de façon significative aux études sur la Mauritanie. Et Francis de Chassé est évidemment une des personnes bien connues sur ce terrain. Vous connaissez sans doute ces deux livres, Là où l'étrier et le livre, et puis l'autre, Mauritanie 1900-1975.
D'ailleurs, peut-être dans cette salle, il y a quelques personnes qui ont fait partie de ces victimes scolaires. En tout cas, j'en fais partie moi-même, parce que je l'ai eu comme professeur de philosophie à Nouakchott à la fin des années 60, et que ça a continué avec la thèse, etc. Donc, on entretient des relations qui ont été suivies. Et il reprend dans sa contribution à ses livres, à l'époque où le marxisme marchait très bien, c'était vraiment le grand truc, si on n'était pas idiot, il fallait être marxiste. Donc, il pensait qu'il y a eu une émergence de classe sociale dans cette société et qu'on assistait à un début de convergence ou de dépassement, en tout cas, des oppositions ethniques qui pouvaient traverser auquel il a assisté également, parce qu'il était ici en 66, et il a été acteur, enfin, il a vu les premières confrontations à base ethnico-raciale. Mais ça ne l'a pas empêché de penser que les élèves qu'il avait en face de lui, les publics qu'il a étudiés, les gens qu'il a interviewés, tout ça tendait plutôt, c'était aussi l'époque de ce qu'on appelle le mouvement des Kadihines ici, et tout ça lui donnait l'impression qu'il y avait quelque chose qui est en train d'émerger et qui dépasserait les structures ethnico-tribales. Et il pensait qu'il y avait des classes sociales en cours d'émergence. Et dans la contribution qu'il propose dans cet ouvrage, il revient pas mal sur cette idée, 30 ans après. Il dit, oh bon, c'est pas sûr, les classes c'est toujours pas là, et les ethnies sont pas mortes, les tribus non plus, donc il faut quand même revoir sans doute un petit peu tout ça. Et il avait quand même bénéficié, il faut le dire aussi au passage, de dialogue et d'informations de la part des gens qui étaient même de très bons connaisseurs des milieux qu'il étudiait, notamment Kanel Iman, Mohamed Ould-Cher, Mohamed Mouloud Ould-Dadda, enfin un certain nombre de personnes fort connues de la plupart des gens ici, je pense. Et il a aussi l'originalité d'avoir traité, c'est un des rares travaux d'importance sur la Mauritanie qui ont essayé de comparer et de traiter ensemble les communautés noires et la communauté maure, parce que chez les anthropologues, on se sent plutôt spécialiste d'une communauté. Et moi qui ai fréquenté un peu ces gens aussi, j'ai surtout travaillé sur la société maure parce que je parlais hassania, et qu'il m'était plus facile de travailler sur cette communauté. Et donc, lui, il a l'avantage et l'intérêt que son livre, que ses travaux prenaient un petit peu ensemble communauté noire plus ou moins réduite à sa composante poularophone et monde mort. Il y a également dans cette partie une contribution de Jean Schmitz, qui est un spécialiste du monde al-Poulard. Il a fait sa thèse, lui, sur la vallée du Sénégal. Par la suite sur l'immigration, sur les mouvements. Il a fait un travail également de très longue haleine sur un gros livre de Cheikh Moussa Kamara qui s'appelle Zuhur al-Basatin. Il a fait Tariq al-Sawadin. Il a rassemblé une équipe qui a traduit une bonne part. Cet ouvrage qui est une grande référence sur l'histoire de la vallée du Sénégal. Et ici, il projette un éclairage, à mon avis, très intéressant sur les rapports dans la vallée du Sénégal entre les communautés noires qui y vivaient et les groupes plus au nord, notamment les Brakna. Et il montre que des alliances, historiquement, si vous voulez, qui ont traversé cette région, avaient un côté méridien, un côté nord-sud qui transgresse, qui dépasse les identités ethniques et qui allait déboucher finalement sur d'autres rassemblements également le long de la vallée, sur des groupes qui sont plutôt des groupes qui vont être des groupes marginaux. C'est-à-dire que les alliances antérieures étaient des groupes guerriers plutôt dominants qui se battaient entre eux, mais sur des bases qui n'étaient pas des alliances entre exclusivement, par exemple, poularophones, mais entre certains poularophones et des groupes morts plus au nord. Alors que dans la structure qui va se faire à partir de la colonisation, la vallée du Sénégal va être le siège de ce qu'il appelle, lui, des groupes subalternes, qui sont souvent soit des Haratines par exemple, soit beaucoup de métayers également, ou de gens qui sont parmi les communautés Peul également, qui ont traversé le fleuve, retraversé le fleuve à la faveur de la colonisation française. Parfois ils y étaient bien plus antérieurement, mais ils ont dû quitter sous la pression de la razzia du Nord et qui sont revenus à la faveur de la colonisation s'installer dans ces zones le long du fleuve Sénégal. Je passe là à la troisième partie de ce livre qui s'appelle qu'on a intitulé Globalisation, Urbanisation et Société. Il y a une contribution dans cette partie, la première, celle de Catherine Tencher, qui concerne les langues et l'histoire des langues dans cette région. C'est une linguiste qui a pas mal publié, parce qu'elle a actuellement à son actif quelque chose comme une douzaine d'ouvrages et une centaine d'articles relatifs aux langues, surtout hassania,
et au Zénaga, le berbère, le fossile, je dirais, le fossile berbère encore existant dans le sud-ouest de la Mauritanie, parce qu'il y a très peu de gens qui parlent cette langue berbère. Et là aussi, on retombe sur les luttes de classement, parce qu'elle s'est intéressée également au rapport entre arabe et français, la langue arabe et le français, au rapport entre le hassania et l'arabe classique, parce que de Chassé lui racontait, il raconte à tout le monde, pas qu'à elle, qu'il avait essayé par exemple d'apprendre le hassania quand il est arrivé ici comme coopérant, et que les autorités lui ont dit non, ici on apprend l'arabe classique, on n'apprend pas le hassania. Et également l'opposition entre hassania et Zénaga, donc se parler berbère, parce que la majorité, sinon la totalité de la population arabophone d'ici maintenant ne veut plus rien avoir avec son passé berbère. Ils considèrent, ça va jusqu'à dire, non, c'est une langue qu'on a achetée en commerçant de passage, c'était pas de chez nous, enfin c'est un truc totalement étranger à notre milieu, à notre culture, on n'a rien à voir avec ça. Et elle aussi a bénéficié des éclairages et de l'encadrement même de deux éminentes personnalités spécialistes de ces langues, notamment David Cohen, qui a été le premier à publier un ouvrage sur le hassania, avec la collaboration de Mohamed El-Mouloud, et dans ses mémoires également, qui sont parus juste avant, un petit peu de temps avant son décès, il mentionne Mokhtar Ould-Daddah comme étant également un de ses informateurs, mais qui ne voulait pas vraiment apparaître comme ça, le premier président de la Mauritanie. Mais Mohamed El-Mouloud a fortement participé à l'élaboration de cet ouvrage sur le hassania. Et Catherine a également bénéficié des lumières de Mokhtar El-Hamidoun, qui d'ailleurs lui avait donné un manuscrit de Zénaga. C'est toute une histoire, ce manuscrit, parce qu'il avait été publié sous son nom par un Français du nom de Francis Nicolas, qui a publié un livre qui s'appelle « Le Zénaga de Mauritanie ». Et quand Mokhtar nous a donné, parce qu'il nous l'a donné, à l'époque on était dans le même bureau, Catherine et moi, c'est mon épouse donc, et Mokhtar n'a pas voulu le donner à elle pour des raisons traditionnelles, si vous voulez. Et il l'a posé devant moi et on a pris après il a dit ça, c'est bon, si ça peut vous intéresser, il y a peut-être quelque chose là-dedans qui peut vous intéresser. Donc à l'examen de ce manuscrit, il est apparu que c'est l'original du livre de Francis Nicolas sur le Zénaga. Et on s'est dit, mais c'est un rap, c'est un vol, c'est une histoire terrible, il faut absolument dénoncer ça, ce type est infréquentable, c'est bon. Et finalement, Mokhtar, consulté, n'était pas très chaud pour qu'on monte une affaire autour de ça, on s'est aperçu que... Et finalement, elle a déduit qu'il ne voulait pas lui-même apparaître tellement comme un spécialiste du Zénaga, comme si c'était une affaire aussi un petit peu en cours d'oubli. Et il préférait finalement que ça porte le nom de quelqu'un d'autre, ça ne le dérangeait pas. D'ailleurs, pour son propre bouquin, qui est une immense encyclopédie, quand il est parti, il y en avait à peu près 20 000 pages dans l'institut où je travaillais à l'époque. Il s'est pas tellement occupé de faire éditer tout ça. Il disait, c'est un livre, Varaq al-Nar, c'est un bouquin qui s'est en quelque sorte, à force d'être réchauffé, il a fini par disparaître en vapeur, quoi. Ça se transformait en... donc il n'était pas très propriété intellectuelle, si vous voulez. Donc, autre contribution, celle d'Aline Tozin, consacrée à la transformation des catégories de genre dans la Mauritanie contemporaine, sujet très actuel, si vous avez suivi un petit peu la presse ces derniers temps sur la loi sur le genre, est-ce qu'elle a suscité comme débat. Et Aline Tozin a fait sa thèse, une thèse d'inspiration psychanalytique au départ sur le rôle et le statut de la femme dans la société, dans, disons, les strates supérieures de la société maure traditionnelle. Et elle a mis le doigt sur une sorte de paradoxe en disant c'est une société à structure essentiellement patrilinéaire, cette société hassanophone, mais les femmes y disposent d'un statut quand même qui n'est pas négligeable. Et elle dit, c'est bon, et dans ce travail, la contribution à ces livres, elle s'intéresse aussi au progrès en quelque sorte de l'individuation des femmes dans cette société. Ça rejoint un peu ce que moi j'ai tenté de résumer dans l'introduction en disant à la recherche du sujet, à la recherche de l'apparition du sujet. Et elle dit ces dames qui étaient habillées uniformément en noir, qui avaient des formes assez généreuses par le passé, parce qu'on les gavait d'ailleurs dans le temps, c'était quelque chose de fortement recommandé, qui était donc, elle parle aussi de la forme de la cour, qui avait une cour d'amour traditionnelle qui était très particulière, mais qui les mettait dans une sorte d'univers un peu inaccessible, elle dit. À la fois, ils étaient adulés mais inaccessibles et paralysés par l'espèce de culte courtois qu'on leur vouait dans cette ancienne société.
Et elle dit, en même temps, c'est un peu carcéral leur affaire. Elles sont pas, on les enferme dans un statut qui finalement profite plutôt aux hommes. Et là, elle dit, il y a quelque chose qui est en train de bouger. Elles sont en train de, c'est-à-dire le fait que, par exemple, la melfa en Nil, la melfa en noir est disparue, qu'on a commencé à voir apparaître des choses très multicolores, que la ligne traditionnelle a commencé à être un petit peu frappée d'une sorte d'obsolescence, bien que les formes sans doute restent encore relativement enveloppées, et des choses comme ça. Elle dit, tout ça, ça va vers une sorte de progressive émancipation, en tout cas une recherche d'une forme d'individuation qui n'existait pas dans le système antérieur. Et ces observations, elle parle aussi de choses qui... Elle s'est beaucoup intéressée aux homosexuels, ou plus ou moins homosexuels, qu'on appelle à Hassaniya la Wolof Gordigan, qui sont des entremetteurs aussi dans la société urbaine, dont le statut est en train de basculer un peu. Ils sont moins intéressants aujourd'hui, semble-t-il, d'après la communication suivante de cet ouvrage, à laquelle j'arrive. Elle parle aussi des commérages, enfin la culture, en quelque sorte, une sorte de culture féminine urbaine, à laquelle Aline Tozin a consacré pas mal de travaux. D'ailleurs, la communication suivante dans l'ouvrage, celle de Céline Lesourd, s'intitule assez bellement « Sybarit, the winner pieux », les élites urbaines en représentation. Alors, elle, c'est assez rigolo. Moi, j'aime bien ce qu'elle écrit, et j'étais dans son jury de thèse, et c'est très amusant sa façon d'aborder les choses. C'est une sorte de sociologie de l'ostentation dans les milieux urbains dominants à Nouakchott. D'après son enquête, ça s'appelle le masrah, c'est-à-dire le théâtre, la scène, quoi, si vous voulez. Donc, la jeunesse, elle s'intéresse à la jeunesse qui occupe en quelque sorte le devant de la scène qui fait les modes notamment. Et elle dit, pour certains hommes, j'ai extrait une petite citation pour vous donner un peu une idée de l'ambiance, de la manière dont elle écrit sa contribution. Pour certains hommes et femmes de l'élite, il s'agit désormais de suivre une liturgie nouvelle qui emprunte d'une part à l'islam, parce il y a ce travail de réislamisation qu'on observe depuis quelques années ici. Enfin, je parle de réislamisation parce que c'est un islam qui est un peu différent de l'islam dit traditionnel. Donc, emprunte d'une part à l'islam, mais dans une version allurée. Abaya noir et chapelet au poignet, iPod, iPad, iPhone, avec des sonneries versets coraniques, des voyages fréquents avec grands et petits pèlerinages, prières surérogatoires avec chers privés, évergétisme religieux et surtout médiatique, Villa Surat. Villa Surat, c'est un terme qu'elle emprunte à la géographe qui a aussi contribué à ce livre qui s'appelle Armel Choplin et qui avait observé qu'à un certain moment, les villas des nouveaux riches des beaux quartiers de Nouakchott avaient souvent sur leur devanture des versets coraniques avec une calligraphie qui se veut parfois très recherchée, mais qui traduit une certaine forme de piété ou de volonté de piété affichée. En tout cas, c'est un petit peu une sorte d'étalage de cette piété qui l'intéresse elle, parce que c'est cette évolution qui la frappe. Et l'évergétisme, ça veut dire au fond la bienfaisance, une sorte de quête. Elle parle de téléthon pour le football mauritanien, elle parle enfin un certain nombre de choses mais organisées, orchestrées surtout autour de cette jeunesse plus ou moins dorée. Enfin, elle n'est pas si dorée que ça, mais à l'échelle de Nouakchott, c'est un petit peu comme ça que ça peut être vu. Et elle dit ça c'est assez typique de ces phénomènes urbains nouveaux que l'on observe en Mauritanie. Et c'est un peu la même chose que va dire Armel Choplin dans sa contribution intitulée « Une capitale à l'âge de la maturité ». Elle s'intéresse à Nouakchott, à la ville de Nouakchott, sur laquelle elle avait fait sa thèse, une thèse où elle comparait Nouakchott et Khartoum, la capitale du Soudan. Et c'est le développement urbain de cette ville qui est le centre de sa préoccupation. Et c'est ce qu'elle appelle sa dubaïsation promise. Enfin, c'est une sorte de... Il y a eu un moment, elle cite une publicité de la banque BMCI dans laquelle apparaissaient des grandes tours et que la banque disait à peu près comme slogan publicitaire avec la confiance de vos banques, quelque chose comme ça, construisez votre avenir de votre univers de demain ou quelque chose dans ce goût-là. Et elle dit finalement ça n'a pas abouti à grand-chose, mais c'est en train de venir. Enfin, il
urbanisation qui est en train de se faire. Ça me fait d'ailleurs penser à quelqu'un qui, c'est à propos de la BMCI, quelqu'un qui, paraît-il, a été en voyage à New York, et puis on lui a beaucoup parlé des gratte-ciel pour les pâtés, etc. Et puis quand il est arrivé à New York, il a regardé ça comme ça, avec un peu de scepticisme. Il a dit, mais ce n'est pas plus haut que la Farco, c'est-à-dire ce qui était le building le plus important, si vous voulez, de Nouakchott depuis pas mal d'années. Et elle dit, bon, maintenant il commence à y avoir des bâtiments qui grandissent effectivement. Et elle parle aussi, c'est pas que des descriptions négatives, elle dit il y a aussi des efforts d'urbanisation au sens de, notamment impulsés par la diaspora ou les diasporas. Évidemment, elle parle beaucoup de ces villas un petit peu étranges parfois, où il se mélange mosquées, pagodes, cathédrales, enfin toutes sortes de choses qui sont d'un goût un petit peu incertain pour ceux qui sont des puristes de style complètement clean. Et elle dit, tout ça, c'est aussi les diasporas, ils sont pour quelque chose, parce que c'est l'argent de ces diasporas qui a aidé au fond à construire une bonne partie de ce nouveau type de bâtiment. Il y a également une dernière contribution qui est celle de Laurence Marfin, qui est une géographe historienne qui s'intéresse au phénomène migratoire. Et elle, c'est le Nouakchott, enfin la Mauritanie comme pôle d'attraction migratoire. Ça peut vous surprendre, mais la Mauritanie est une sorte de pôle d'attraction migratoire. Pour notamment, d'ailleurs, parfois à l'encontre de ce qu'ils auraient aimé faire les gens qui migrent ou qui sont. C'est une migration de passage fondamentalement, parce que c'était une route de passage pendant longtemps, notamment pour les Ouest-Africains. Mais il y a eu, à partir des lois Giscard d'Estaing des années 73, une sorte de panne de ces mouvements migratoires, dont la partie septentrionale s'est trouvée pratiquement bloquée du jour au lendemain. Et par exemple, des gens comme les Guinéens, qui étaient modérément partisans de cet illustre personnage de Sékou Touré, et qui fouillaient pas mal leur pays à cette époque-là, beaucoup d'entre eux passaient par la Mauritanie. Et beaucoup d'entre eux aussi se sont trouvés bloqués à la suite de ces nouvelles dispositions législatives françaises. Donc c'est des migrations un petit peu des migrations de passage, et elle essaie de faire une sorte de sociologie des occupations de ces migrants, de leur destin ici, en distinguant les hommes et les femmes, etc. Donc je vous passe ces détails parce que ça serait un peu long si je m'y adonnais. Alors ça me permet tout ça de passer au deuxième point que je voulais aborder, si j'ai encore un peu de temps peut-être. Donc rapport entre tribu, ethnie et État. C'est un sujet immense, vous devinez bien, c'est une affaire qui pourrait demander des semaines, d'autant que j'ai passé moi-même une trentaine d'années à m'occuper un petit peu de ça. Donc je ne pourrais pas vous résumer tout ça là-dedans, mais en partant de la communication de Pierre Bonte, je pourrais vous infliger un certain nombre de considérations très générales sur les définitions et sur les considérations que les anthropologues développent autour de cette notion de tribu. Parce que ça leur pose problème. Parce que, vous savez, les anthropologues, sociologues n'aiment pas les évidences. Pour beaucoup de gens, tribu, c'est une chose très simple, des cousins, etc., et puis qui se rassemblent et qui se marient entre eux, pointrés. L'affaire est plus compliquée que ça, parce que tribu, ça voulait dire à la fois un certain stade d'évolution chez une partie des anthropologues qu'on appelle les évolutionnistes. Ils disaient, il y a la sauvagerie, la barbarie et la civilisation. Ça, c'est Morgan, par exemple, qui dit ça. Et la tribu, ça correspond à la barbarie, qui est mieux que la sauvagerie, comme vous pouvez le deviner. Et d'autres anthropologues, notamment les fonctionnalistes, disent non, ça c'est un peu ça. D'ailleurs, on n'aime plus ce schéma maintenant depuis que la fin de la colonisation, tous ces trucs-là, parce qu'on n'aime plus avoir des primitifs, on n'aime plus avoir tout ça. C'est un petit peu, c'est plus très politiquement correct. Hein, on aime passer à autre chose. Et déjà, les fonctionnalistes avaient commencé à préparer un peu le terrain en disant non, en fait, la tribu, c'est plutôt une structure interne. C'est quelque chose qui repose fondamentalement, en particulier sur la propension à la division interne et au regroupement d'unités sur la base de ces divisions, et des antagonismes à peu près incurables dans ces structures, qui fondamentalement, disent-ils, s'opposent au fond à l'émergence de quelque chose comme une autorité centrale. Et un des plus grands d'entre eux, un certain Evans Pritchard, par exemple, qui a étudié les Nouers du Sud-Soudan, il dit, entre tribus, il ne peut y avoir que la guerre. C'est-à-dire que c'est un système intrinsèquement organisé, si vous voulez, pour la confrontation. Et d'ailleurs, il y a quelques exemples. Moi,
Ici, on a des histoires de guerre à peu près interminables, jusqu'à y compris des gens qui s'exterminent entre eux, parce que si on n'a pas d'ennemis extérieurs, on est entre soi, et on s'extermine entre soi, et puis on finit par arriver à s'exterminer. Enfin, quand on n'a pas d'ennemis extérieurs à exterminer, comme disait l'Azam ou al-Ma'youf, une personnalité célèbre parmi les dissidents de l'émir de l'Adrar à la fin du XIXe siècle, il disait « Sabgoun al-Barraniyin » commençons par les étrangers. Quand il y a eu une bagarre entre les gens de l'Adrar et ceux du Tagant, assez longue à la suite de l'assassinat d'Ahmed Ould Mohammed, l'émir de l'Adrar en 1892, je crois, il commençait à y avoir une guerre entre le Tagant et les gens de l'Adrar. Et lui, il était dissident, il était en opposition depuis longtemps à l'émir, à son cousin Ahmed Ould Mohammed. Et lorsque celui-ci a été assassiné, il a dit « Commençons par les étrangers, on va se battre contre les gens du Tagant, après on se battra entre nous. » On va commencer d'abord par ces gens-là, et puis quand on a apuré ce conflit-là, on ira les voir. Et donc, Bonte développe un peu un certain nombre de considérations autour de ces thématiques de la tribu et de son rapport à l'État. Et ici, là aussi, actuellement, si vous voulez, il y a parce qu'il y a un côté, on pourrait dire performatif de la tribu, c'est-à-dire un côté, même si je n'ai pas de tribu, je vais en inventer une ici parce qu'on ne peut pas vivre hors, en quelque sorte, de ce cadre tribal. Et les gens qui étaient parfois intégrés à des systèmes tribaux, parce que tout le monde connaît les entrants, parce que les structures de ces phénomènes tribaux sont en fait bien plus lâches que ce que les gens veulent bien admettre. En général, ils pensent que ça descend d'un même ancêtre, à cause du nom, notamment, et de la solidarité qui existe. Et Bonte a montré, notamment sur une statistique très précise sur l'émirat de l'Adrar, notamment. Il y a aussi l'idée qu'on se marie préférentiellement avec des parents proches, et notamment ce qu'on appelle la bint al-am en arabe, la cousine parallèle patrilatérale, disent les anthropologues, c'est-à-dire la fille du frère du père. Et bon, à partir d'un travail sur un peu plus de 2000 mariages recensés en Adrar entre le XVIIIe siècle et les années 50, a montré que dans la tribu émirale, les Zulal Ammani, il a dit ces mariages ne correspondent qu'à 3% à peu près à cet idéal de la cousine proche. Et d'autres travaux avant lui avaient montré que ce qu'on appelle une tribu, c'est un ensemble de gens très disparates, qui n'ont en général, généalogiquement, rien à voir les uns avec les autres, mais ils finissent par se donner une allure généalogiquement cohérente parce que dans leur représentation, si vous voulez, le squelette conceptuel sur lequel fonctionne leur solidarité, il repose fondamentalement sur cette idée d'une généalogie commune, ou en tout cas à laquelle, de quelque façon, il faut pouvoir se rattacher. Alors, ça m'amène aussi à dire deux mots de l'ethnie. C'est pas très loin, ethnie et tribu. L'ethnie, les deux s'inscrivent dans un champ sémantique, je crois, assez proche. Et l'ethnie, dans l'usage courant, désignerait un ensemble linguistique, culturel et territorial aux dimensions qui pourraient être plus importantes que la tribu, avec laquelle pourtant elle partage à la fois cette connotation de primitivisme, parce que tribu, ça fait un peu archaïque. Ethnie, c'est pas tellement plus moderne, d'une certaine manière, et presque d'arriération. Et dans ce contexte, cette notion s'oppose à nation. Et l'ethnie peut apparaître comme une sorte de nation au rabais, une nation à laquelle il manque quelque chose, notamment un État. Et les gens que j'aime modérément, mais qui sont quand même assez sympathiques, les postmodernes, on les appelle, disent ces ethnies ont été inventées par la colonisation. Je crois que ça, c'est très, très controversable, parce que même s'il y a un certain artifice des constructions que la colonisation a adoptées, la colonisation n'a pas inventé les systèmes de parenté, n'a pas inventé la couleur des gens, n'a pas inventé leur religion, n'a pas inventé leur territorialité. Toutes ces choses-là ont pu exister et ont pu influencer aussi ces modes d'identification et de regroupement. Ce qui est vrai, en revanche, je crois, mais je le soumets à votre jugement, il y a beaucoup de gens très compétents ici sur ce genre de sujet, je vois notamment mon cousin ici devant, qui connaît bien ces sujets-là, c'est plutôt l'État, je dirais que c'est l'État qui est un peu le générateur d'un certain type de conflictualité ethnique. Parce que si vous voulez, l'État ici, je dirais, c'est pas que moi qui le dis d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui disent,
Ici, on vivait sans État. Pas si mal que ça, d'ailleurs, on peut s'en passer de l'État. Si. Mais bon, il y a eu la colonisation, et puis il y a eu ce qu'on appelle, ce que certains politologues appellent l'État importé. On a eu un État qui s'est installé progressivement. Personne n'y croyait au début. D'ailleurs, plus jusqu'à présent, je crois qu'il n'y a pas énormément de monde qui y croit. Mais bon, c'est présent, c'est là. Et c'est autour de l'État comme un jeu. Ailleurs, on disait souvent, les sociologues et anthropologues d'ailleurs disent, l'État, c'est un résumé de la société, disait Karl Marx, qui pensait, notamment et ses disciples, et beaucoup de sociologues pensent que l'État, c'est l'expression d'une certaine forme d'armistice entre dans les antagonismes sociaux basés sur les classes sociales. Plus précisément, que ça peut être vu comme une dictature d'une classe ou d'un groupe de classes sur les autres pour faire valoir ses intérêts. Dans le contexte des États importés, je pense qu'on pourrait dire que c'est l'État qui fabrique à la fois les classes sociales et presque les ethnies, parce que c'est la conflictualité interethnique et là, pour un jeu essentiel, l'appareil central de l'État, si vous voulez. Et donc, s'il n'y avait pas d'État, il y aurait peut-être un peu moins d'acrimonie autour dans les bagarres que cela peut générer. Mais on peut supposer, en tout cas je fais l'hypothèse personnellement, il y a toute une littérature qui pourrait contribuer à justifier ça si je voulais me lancer là-dedans, que c'est un peu autour de l'État que s'organisent ces affaires. Même si la définition des ethnies, encore une fois, peut paraître compliquée, ici en Mauritanie par exemple, vous avez des groupes qui s'identifient eux-mêmes comme différents pour l'essentiel. Vous avez les hassanophones, que les Français appellent les morts. Moi, vieux colonial, je continue à les appeler comme ça, même si ça ne plaît pas parfois à certains d'entre eux. Vous avez ce que les Français appelaient les tout couleurs et qui s'appellent eux-mêmes les Halpularen, au pluriel, je crois. Et vous avez les Soninké et les Wolofs. Mais ça, c'est une nomenclature qui est datée. Vous avez des regroupements nouveaux, des labellisations nouvelles qui tendent à montrer que la conflictualité ethnique est en train de s'inscrire dans d'autres types de paramétrage. Parce qu'on a vu apparaître, par exemple, il y a eu un recensement en 1977. Jadis, sous la colonisation, et même quelques années après, en Mauritanie, on distinguait sédentaires et nomades. C'était ça la grande opposition classificatoire, si vous voulez, en termes de regroupements sociaux. Et au moment du premier recensement national en 1977, je crois qu'il y a eu un certain nombre de recenseurs Peul. À l'époque, c'était après les débuts de confrontation ethnico-raciale autour des questions de langue, justement, et de classement, à partir sur l'histoire de l'enseignement de l'arabe, des recenseurs Peul qui ont dit, nous, on ne veut pas recenser les Peuls séparément des Halpularen autres. On veut une catégorie Halpula. On ne veut pas Peul et tout couleur. Ça, c'est fini. Ils ont refusé de recenser les gens sur cette base-là. Par la suite, on a vu apparaître les catégories un petit peu à base pigmentaire, si vous voulez, de gens qui disent il y a les négro-africains, c'est-à-dire les 3 communautés parlant des langues d'Afrique noire, et les hassanophones. Et dans cette classification-là, souvent, on oppose, ou en tout cas les nationalistes noirs qui sont à l'origine de cette appellation, opposent les négro-africains aux arabo-berbères. Ce qui est un petit peu une manière provocatoire à l'égard des 10 arabo-berbères qui ne veulent absolument pas entendre parler de berbères, mais c'est pour les titiller un peu en disant « vous n'êtes pas si arabe que ça, après tout. » Et pourtant, cette catégorie déjà la catégorie de Halpular n'est pas si certaine que ça, parce que les locuteurs du Pulaar eux-mêmes, je cite souvent ce proverbe, ce dicton de la langue peul qui dit « Pullo arani, chapacho arani », les pularophones comprendront tout de suite, ça veut dire en Pulaar, pourtant aucun peul n'est venu, aucun mort n'est venu. On dit ça pour dire rien n'a été volé. C'est-à-dire que les grands voleurs chez nous, ce sont les peuls et les morts. Ce ne sont pas nos congénères habituels, si vous voulez. Donc, ils se distinguaient eux-mêmes assez fortement au fond de cette communauté peul. Donc, ce classement qu'ils ont adopté est un classement lui-même qui a une dimension, si vous voulez, assez évidemment politique. Et alors, on avait apparaître une autre catégorie, celle des négro-mauritaniens. Et celle-là, elle tente à regrouper la communauté haratine, qui a commencé à exister de façon plus ou moins autonome, en tout cas qui proclame sa volonté d'autonomie depuis quelques années, avec
ce classement-là tend à l'intégrer aux communautés noires sur une base, alors là, essentiellement pigmentaire, hein, parce que culturellement, de mon point de vue, les Halatines n'ont pas grand-chose à voir avec les communautés dites négro-africaines, parce que, notamment la langue, qui est un critère fondamental, les sépare totalement. Et je pense aussi que même les intérêts sociaux, un certain nombre de choses font que le côté, si vous voulez, que j'ai dit performatif, c'est-à-dire le côté je veux faire advenir, hein, ça c'est des classements votifs, si vous voulez, des classements qui expriment des vœux, hein, qui ne sont pas inscrits déjà dans la réalité sociale, mais les réalités sociales adviennent aussi par les prophéties qui tentent à les faire advenir. Hein. Donc on peut anticiper sur des réalités qui n'existent pas pour les faire advenir, justement. Enfin bref, vous voyez, la classification n'est quand même pas donnée, hein, des ethnies. L'ethnie n'est pas une chose aussi simple qu'elle pourrait apparaître de prime abord. Voilà, donc ça m'amène au dernier point de mon propos, mais je crois qu'il va falloir que j'abrège absolument ce point pour vous laisser la parole, qui concerne l'histoire et la fabrique des identités. Alors, vous serez d'accord avec moi certainement pour dire que la plupart des peuples du monde ne choisissent pas leurs colonisateurs. Hein. La colonisation, ça advient, bon, les gens arrivent comme ça. Mais, disait Ibn Khaldoun, les vaincus ont tendance à adopter les mœurs, coutumes et pratiques de ceux qui les ont subjugués. Hein. Comment il dit ça? Donc, à partir de la colonisation, l'histoire, en quelque sorte, basculait dans ces régions. Parce que les anthropologues parlent d'une histoire à pente faible, d'une histoire très lente, hein, c'est-à-dire sur 4 siècles à peu près, sur lesquels on a de la documentation pour l'histoire de cette région. Il n'y a pas énormément de choses qui ont bougé, hein, sur plein de plans. C'était une histoire très atone, qui allait assez lentement, dans laquelle peut-être que ce qui était... dans les années 50 encore, je pense qu'on était à peu près assis sur la même natte que nos aïeux d'il y a 400 ans, ou presque. Enfin, les vêtements étaient peut-être un petit peu plus amples, le riz avait fait sa pénétration, les jeunes commençaient un petit peu à se couper les cheveux, comme disait le poète Harmonie tout à l'heure, mais grosso modo, les choses n'avaient pas énormément bougé. Avec la colonisation, ça va basculer. On va entrer dans une autre temporalité. Et je crois que c'est ce télescopage entre 2 temps qui va être une des sources de difficultés majeures pour se faire une idée de l'histoire et écrire l'histoire de cette région. Et parce que on oppose aujourd'hui, enfin, ça vous trouvez ça dans pas mal de toute la littérature sur ces questions, oppose histoire et mémoire. Hein. La mémoire est de l'ordre, si vous voulez, elle est plus proche théoriquement de la légitimation. Elle va dans le sens de mon devoir de mémoire. Je vais faire revivre, c'est la piété filiale, je vais fleurir la tombe de mes aïeux, je vais écrire le nom des ancêtres, je vais me rapporter, si vous voulez, à une lignée. Hein, je vais me rapporter à une lignée et je vais faire respecter cette transmission une chose que j'ai reçue. L'histoire aurait plutôt une vocation à l'objectivité, en tout cas c'est ce qu'elle prétend. Et là aussi je m'avance sur des terrains, d'ailleurs sur lesquels je vois qu'il y a pas mal de gens ici qui seraient mieux qualifiés pour en parler, mais enfin je me suis lancé, je ne m'arrêterai pas avant que ce soit terminé. Mais elle s'intéresse à des choses, en tout cas aujourd'hui en Europe. Vous pouvez avoir une histoire du climat, une histoire, par exemple, le roi Ladurie a fait une très belle histoire du climat. Vous pouvez avoir une histoire des sentiments. Delumeau a fait une histoire de la peur en Occident. Vous pouvez avoir une histoire des sensations même. Par exemple, l'odorat. Vous avez, peut-être certains d'entre vous ont lu le très beau livre de Alain Corbin qui s'appelle Le miasme et la jonquille, sur l'histoire de l'odorat à Paris, hein, au XIXe siècle, où l'odeur du crottin de cheval importunait beaucoup moins les gens qu'elle le ferait aujourd'hui. Comme moi, je suis un peu plus importuné par l'odeur de gasoil que par le pipi de chamelle dans lequel j'ai grandi, vous voyez. Donc, mais ça, c'est des sujets qui n'intéressent pas, si vous voulez, le public au sens justement de ces requêtes mémorielles, qui sont celles qui mobilisent le public, probablement ici principalement. Il y a un deuxième problème qui est très important et qui fait obstacle peut-être à l'écriture de l'histoire d'ici, par ce que disait Benedetto Croce, il disait « toute histoire est contemporaine ».
C'est-à-dire que les gens projettent sur le passé, évidemment, ce qu'ils sont aujourd'hui, et mieux que les cartomanciens qui prédisaient l'avenir, eux, ils prétendent prédire le passé, ce qui est un peu plus compliqué, mais on y arrive. Et donc, tant qu'il n'y a pas, je dirais, un marché du produit professionnel historique fondé sur l'existence d'un champ, ce que Bourdieu appellerait un champ de l'histoire ou un champ des recherches historiques, et qu'il y a une grande confusion entre les producteurs amateurs, parce qu'il y a beaucoup de... Ici, tout le monde peut se prétendre historien en réalité. Alors que si vous êtes mathématicien ou chimiste, c'est un peu plus compliqué. Ce que Bourdieu appelle le droit d'entrée chez les chimistes, parce que vous n'écrivez que pour des chimistes. Si vous êtes mathématicien, vous écrivez pour les mathématiciens. Ici, si vous êtes journaliste, vous pouvez écrire une histoire de la Mauritanie en quelques semaines. Et donc, ça va passer pour... Je ne veux pas aux journalistes, moi je suis un amateur comme eux. Mais pour dire il y a cette non-existence d'un marché professionnel qui rend très difficile la séparation. Et il y a aussi les désirs et les envies de légitimer des situations présentes ou acquises. Et tout pouvoir, toute autorité, surtout les autorités les plus centralisées, pour ne pas dire despotiques, auraient tendance à penser que l'univers a été créé avec leur avènement. On a observé ça avec le 12-12 jadis. Il se peut que on ait quelque chose qui ressemble un petit peu à ça, un cours d'élaboration aujourd'hui, et que donc la difficulté, si vous voulez, d'écrire l'histoire procède aussi de cette conflictualité. Et pour finir, je dirais, de cette également superposition de ces deux temps, le temps long de l'histoire locale et le temps accéléré qui est celui de l'histoire du monde contemporain. Tout ça fait qu'en quelque sorte, les gens ici, je dirais, ont du mal à être contemporains d'eux-mêmes. C'est un peu cette espèce de temps clivé, de temps opposé, qui en tout cas pour ceux qui sont des amateurs qui se prétendent éclairés, appellerait plutôt au scepticisme et me fait penser à cette expression que j'aime bien citer que Umberto Eco a rapporté au début de son livre Kant et l'ornithorynque. Il cite un sceptique anglais du XVIIIe siècle qui disait « Autrefois j'étais indécis, à présent je n'en suis plus aussi sûr ». Je vous remercie.